Et si je vous disais qu'une simple erreur à table peut vous condamner à ne plus jamais dormir d'une traite, que des milliers de seniors souffrent en silence alors que la solution tient dans leur assiette, vous oseriez écouter jusqu'au bout? Je suis le docteur Jean Morel. J'ai exercé la médecine pendant plus de 40 ans dans un petit cabinet de quartier à Toulouse. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais je n'ai jamais cessé de soigner. Simplement, je soigne différemment. Je soigne en parlant, en partageant, en racontant, parce qu'il y a des douleurs qu'aucune ordonnance ne soulage, et parce qu'il y a des vérités que même les médecins ne découvrent qu'en devenant eux-mêmes patients. Permettez-moi de commencer par une image. Il est 2 heures du matin. Je suis debout dans ma chambre, les pieds nus sur le carrelage froid. Mon cœur cogne dans ma poitrine comme s'il voulait fuir. Je cherche mes appuis dans l'obscurité. Un mur, une chaise, n'importe quoi. Mon souffle est court, j'ai mal au dos, mon crâne bourdonne. Et pourquoi ? Pour quelques gouttes d'urine à peine. C'est la 3e fois que je me lève cette nuit, il en reste encore 2, peut-être 3. C'était ma vie, pendant près d'1 an. Ce que je vais vous raconter n'est pas un cas clinique, c'est mon histoire. Moi, médecin pendant 4 décennies, j'ai été vaincu par quelque chose que je croyais banal. La nicturie, ce mot que les manuels de médecine décrivent en quelques lignes, mais que personne ne vit avec autant de brutalité que ceux qui en souffrent. Se réveiller plusieurs fois par nuit. Avoir l'impression que le corps vous trahit lentement, insidieusement. Ne plus oser boire un verre d'eau après 18 heures. Craindre la nuit et redouter l'aube encore plus, parce qu'elle vous rappelle que vous avez encore une fois mal dormi. Je me croyais fort, j'étais celui qui tenait bon pour les autres. Mais la vieillesse vous rappelle que la force physique ne vaut rien si l'esprit est épuisé. Et moi, j'étais épuisé. Il y a eu un soir où, assis au bord de mon lit, les mains tremblantes, je me suis demandé, est-ce que c'est comme ça que ça se termine? Est-ce que l'on glisse lentement vers la fin, porté par l'insomnie, vidé de toute énergie, battu par son propre système urinaire? Personne ne vous prépare à cela. Aucun diplôme, aucun congrès médical ne vous apprend à vieillir avec dignité, à accepter que le sommeil devient une conquête, que l'organisme ne suit plus, que le cœur accélère au moindre lever, que l'équilibre devient fragile, que les matins sont pleins de douleurs silencieuses. Mais c'est là que quelque chose en moi s'est réveillé. Je suis médecin. J'ai appris à interroger les symptômes, à lire entre les lignes des analyses, à écouter ce que le corps murmure quand il ne crie pas encore. Alors j'ai décidé de retourner à l'école. Pas celle des amphithéâtres, mais celle de l'expérience. Mon propre corps allait devenir mon terrain d'étude. Je me suis mis à noter chaque réveil, chaque verre d'eau, chaque aliment, chaque tension artérielle. Et petit à petit, j'ai vu apparaître un fil conducteur. Un motif, ce n'était pas le hasard, ce n'était pas juste l'âge. C'était une accumulation de signaux négligés, une alimentation trop salée, des dîners trop lourds, un foie surchargé, des reins fatigués, une glycémie instable, un stress silencieux. Et puis j'ai fait une découverte que je n'ai trouvée ni dans les armoires de pharmacie, ni dans les prescriptions miracles, mais dans ma propre cuisine, dans mon réfrigérateur, dans mon marché du samedi matin. Des légumes, oui, des légumes, pas n'importe lesquels, 6 d'entre eux, des légumes modestes que l'on regarde sans les voir, que l'on mange sans les comprendre, mais qui, consommés au bon moment, dans les bonnes conditions, peuvent changer une nuit et une vie. Cela peut sembler naïf, trop simple pour être vrai. Mais je vous promets que ce que je vais vous partager dans cette série n'est ni du folklore, ni du marketing. Ce sont des faits, des observations, des résultats. J'ai retrouvé des nuits complètes. J'ai repris le contrôle de mon sommeil et avec lui, de ma santé, de ma joie de vivre, sans médicaments, sans effets secondaires, sans me ruiner. Et si je le peux, vous le pouvez aussi. Alors je vous invite à m'accompagner dans ce chemin. Je vais vous raconter tout ce que j'ai appris. Pourquoi nous nous réveillons la nuit, ce que les médecins oublient parfois d'expliquer. Comment l'alimentation peut rééduquer le sommeil et surtout, quels légumes peuvent devenir vos meilleurs alliés pour mieux dormir. Mais avant d'aller plus loin, je vous demande une chose. Si vous trouvez cette histoire utile, si elle résonne en vous ou chez quelqu'un que vous aimez, abonnez-vous à cette chaîne. Cela me donnera la force de continuer à la partager, à transmettre, à éveiller les consciences sur une réalité que trop de seniors vivent dans le silence. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Elle est simple, mais elle en dit long. Selon vous,
Qu'est-ce qui empêche le plus un senior de bien dormir la nuit? A. Le vieillissement du corps, inévitable et irréversible. B. Le manque de compréhension et d'ajustement de son hygiène de vie. Répondez en commentaire A ou B. Et surtout, dites-moi pourquoi, je lirai chaque réponse. À bientôt pour la suite. Parce que cette fois, nous allons comprendre et agir. J'ai écouté des milliers de cœurs battre. J'ai vu des milliers d'yeux fatigués me chercher une réponse. Et pourtant, il m'a fallu atteindre l'âge de la retraite, vivre l'épuisement de mes propres nuits morcelées, pour comprendre ce que je vais vous confier aujourd'hui. Les réveils nocturnes ne sont pas seulement un trouble bénin du vieillissement. Ils sont le signal d'un déséquilibre plus vaste, plus silencieux, plus insidieux. Quand j'ai commencé à m'éveiller 3, 4, 5 fois par nuit, mon premier réflexe, comme tout bon médecin, a été d'en chercher la cause physique immédiate. Prostate, reins fatigués, baisse de tonus musculaire vésical. J'ai passé des examens, rien d'alarmant, du moins pas selon les normes cliniques. Et pourtant, je continuais à me lever, à marcher dans le noir, le cœur battant, les jambes tremblantes. Et chaque nuit, je sentais que mon corps s'épuisait un peu plus, mais surtout que mon esprit entrait dans un état d'alerte chronique. Ce que j'ai compris, c'est que le corps âgé ne crie jamais tout de suite. Il murmure. Il glisse de petits signes ici et là, que l'on prend pour acquis. Une fatigue diffuse en fin de journée, un besoin de s'asseoir plus souvent, une digestion plus lente, une irritabilité nouvelle. Et puis, il y a le sommeil qui se fragmente. Et nous, on croit que c'est l'âge. On s'y résigne, on le banalise, c'est une erreur. Car le réveil nocturne, ce n'est pas le cœur qui vieillit, c'est le système qui se dérègle. Un système fragile, sensible, que personne ne nous apprend à écouter le rythme circadien. C'est cette horloge interne que nous portons tous en nous et qui, avec le temps, devient plus vulnérable à la lumière, à l'alimentation, au stress, à la moindre variation hormonale. Chez le senior, cette horloge peut se dérégler pour des raisons que nous jugeons mineures. Un repas trop tardif, une lumière d'écran le soir, un petit verre de vin en trop. Et chaque petite déviation finit par fragmenter la nuit. Mais ce n'est pas tout. Le rein, lui aussi, avec les années, perd de sa souplesse. Il ne s'agit pas d'insuffisance rénale au sens pathologique, mais d'un ralentissement subtil de sa capacité de filtration. Le rein devient plus lent, plus exigeant. Il n'aime plus l'excès de sel, il se fatigue plus vite avec les protéines animales, il réagit mal à la déshydratation et encore plus mal à la surcharge hydrique tardive. Un verre d'eau pris à 21 heures peut être anodin pour un adulte jeune. Chez un senior, il peut suffire à provoquer 2 réveils dans la nuit. Et puis, il y a un autre facteur, plus sournois encore, que même les médecins oublient de considérer, la glycémie nocturne. J'ai longtemps cru que seuls les diabétiques étaient concernés par ce paramètre. Mais j'ai observé sur moi-même, puis sur certains de mes anciens patients que j'ai suivis à distance, que de légères variations glycémiques pendant la nuit peuvent suffire à activer les reins. Un pic discret, pas suffisamment fort pour alerter une glycémie capillaire de jour, mais assez pour provoquer un nettoyage rénal accéléré, et donc un besoin d'uriner. Ce n'est pas tout. L'état inflammatoire chronique, celui que l'on traîne en silence, dû à une mauvaise alimentation, à un manque d'oxygénation, à une sédentarité prolongée, crée aussi un environnement interne plus irrité, plus réactif. La vessie devient plus sensible. Les signaux d'envie d'uriner sont plus fréquents, plus pressants, même s'il n'y a pas grand-chose à évacuer. Et cela, encore une fois, dérange la nuit, provoque un lever, perturbe la boucle du sommeil profond. C'est ainsi que j'en suis venu à cette conclusion: la nicturie n'est pas un phénomène isolé. C'est la surface émergée d'un iceberg métabolique. Et tant qu'on ne regarde pas sous la surface, on ne règle rien. On soulage, oui, temporairement, mais on ne répare pas. Je vous le dis avec la gravité de l'expérience. Chaque réveil nocturne est un stress cardiovasculaire. À chaque fois que vous vous levez dans la nuit, votre tension artérielle fluctue, votre fréquence cardiaque grimpe légèrement et votre système nerveux se met en alerte. Chez un sujet jeune, le retour au calme est rapide. Chez un senior, c'est une alerte qui peut durer toute la nuit. Elle empêche le sommeil profond, elle entretient l'anxiété, elle accélère le vieillissement du cerveau et dans certains cas, elle augmente même le risque de chute nocturne.
d'hypotension, voire d'accidents vasculaires. Mais alors, que faire? C'est ici que j'ai commencé à me pencher sérieusement sur l'approche nutritionnelle et fonctionnelle. Car si les médicaments n'ont pas fonctionné sur moi, ni les compléments sophistiqués, ni les exercices de respiration avant de dormir, c'est peut-être parce que je regardais au mauvais endroit. Et j'ai compris que le corps âgé a besoin d'être soutenu de manière globale, lente, physiologique, pas brutalisée. Et cela passe, en premier lieu, par ce que l'on met dans notre assiette. Il ne s'agit pas de bien manger de manière vague, mais de manger juste, avec intention, avec compréhension. Et c'est là que les légumes entrent en scène, mais pas n'importe lesquels. Certains légumes ont cette capacité rare de réguler le terrain interne. Ils équilibrent l'hydratation, soutiennent le foie, stabilisent la glycémie, dégonflent les tissus, apaisent la vessie. J'ai découvert 6 de ces légumes. Ce ne sont pas des remèdes miracles, non, mais ils m'ont offert ce que je croyais perdu. Une nuit de sommeil réparateur. Et c'est là que commence réellement l'histoire. Je ne suis plus un médecin en blouse blanche. Je suis un homme qui, après avoir guéri tant d'autres, a dû apprendre à se guérir lui-même. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir dans la suite comment ces 6 légumes peuvent, eux aussi, vous aider à retrouver vos nuits. Parce que vieillir ne devrait jamais signifier renoncer à bien dormir. Si j'ai bien appris une chose au cours de mes décennies de pratique, c'est que parfois, les solutions les plus efficaces ne viennent pas du laboratoire, mais du potager. Je sais que cela peut surprendre. Moi-même, j'ai mis du temps à l'accepter. J'ai prescrit des centaines de médicaments dans ma vie. J'en ai vu soulager, parfois guérir. Mais quand il s'est agi de mes propres nuits, de mes réveils nocturnes à répétition, aucun comprimé, aucune molécule n'a pu me redonner ce que j'avais perdu. Le sommeil profond, réparateur, ininterrompu. Ce n'est qu'après des mois de tâtonnement, d'observation et de doute que j'ai redécouvert une vérité simple. Notre alimentation peut être notre premier traitement si elle est choisie avec conscience. Et dans mon cas, ce sont 6 légumes, oui, 6 simples légumes, qui ont transformé mes nuits et ma vie. Le premier, je l'ai presque redécouvert par accident. C'était un soir d'été. Il faisait chaud, je me sentais lourd. J'avais peu mangé, mais le dîner m'avait laissé une sensation de malaise. En fouillant dans ma cuisine, j'ai trouvé un concombre oublié au fond du réfrigérateur. Je l'ai lavé, tranché finement, mangé tel quel. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je ne me suis levé qu'une seule fois. Le lendemain, intrigué, j'ai recommencé. Puis le jour suivant, j'ai commencé à noter. Les nuits avec concombre étaient plus calmes, plus longues, plus réparatrices. Le concombre est un légume étonnant. Il est composé à plus de 95% d'eau, mais pas n'importe quelle eau. Une eau vivante, hydratante, riche en électrolytes doux comme le potassium. Contrairement aux diurétiques puissants qui fatiguent les reins, le concombre favorise une élimination naturelle sans déminéralisation. Il régule doucement l'équilibre hydrique et apaise les tissus irrités de la vessie. Mieux encore, il rafraîchit l'organisme, réduit les inflammations légères qui, chez les personnes âgées, peuvent provoquer des envies d'uriner mal contrôlées. Le deuxième légume qui a changé mes nuits, c'est la courgette. Pendant longtemps, je l'ai mangée sans y prêter attention. Mais en m'y intéressant de plus près, j'ai découvert ses vertus silencieuses. La courgette est pauvre en calories, riche en eau, mais surtout, elle est riche en potassium et en magnésium, 2 minéraux essentiels au bon fonctionnement du cœur, des reins et du système nerveux. En la consommant régulièrement le soir, légèrement cuite à la vapeur ou sautée avec un filet d'huile d'olive, j'ai constaté une diminution nette de mes gonflements des chevilles, une sensation de jambes plus légères et surtout une réduction des réveils nocturnes. Elle m'a permis de dormir plus confortablement, sans cette tension diffuse qui accompagne souvent la rétention d'eau chez les seniors. Le troisième, c'est l'épinard, et je le connaissais depuis toujours pour sa richesse en fer et en fibres. Mais ce que j'ignorais, c'est sa capacité à stabiliser la glycémie nocturne, un facteur crucial dans la lutte contre les réveils liés à une activité rénale excessive. En vieillissant, notre métabolisme devient plus capricieux. Une légère montée de sucre dans le sang, même imperceptible, peut suffire à activer les reins et à provoquer des mictions. Les épinards,
riches en fibres solubles et en magnésium, ralentissent l'absorption des sucres, soutiennent l'action de l'insuline et maintiennent une stabilité interne précieuse pour le sommeil. Une soupe d'épinards le soir, ou simplement une portion sautée à l'ail, a suffi à m'offrir des nuits plus stables, sans ces réveils soudains à 3 heures du matin. Vient ensuite le melon amer ou concombre amer, que j'ai découvert plus tard, presque à reculons. Son goût est difficile. Beaucoup le rejettent sans même lui donner une chance. Mais une fois apprivoisé, il agit comme un nettoyeur métabolique en profondeur. Il aide à détoxifier le foie, abaisse naturellement la glycémie et a un effet apaisant sur les voies urinaires. Je l'ai intégré dans mon alimentation doucement, farci, en infusion ou en bouillon clair. En moins d'une semaine, mes nuits sont devenues plus profondes et mes réveils plus rares. Il est un allié silencieux mais puissant pour ceux dont le foie ou le pancréas fatigue. Le 5e, c'est le brocoli. Il a longtemps été mal aimé pour son odeur à la cuisson. Mais en tant que médecin, j'ai appris à regarder au-delà de l'apparence. Le brocoli est une mine de sulforaphane, un composé soufré aux vertus anti-inflammatoires reconnues. Il protège les cellules rénales, apaise les muqueuses irritées et agit aussi sur la santé vasculaire. Chez les personnes âgées souffrant d'hypertension légère, il favorise une meilleure régulation de la pression nocturne, réduisant ainsi les réveils provoqués par les sursauts cardiovasculaires. Je le prépare simplement, cuit à la vapeur douce, parfois avec un filet de citron ou une pincée de graines de sésame. Il m'a aidé à retrouver une sensation de légèreté au réveil et surtout un sommeil sans interruption. Enfin, le dernier, et non des moindres, le céleri branche. Je l'ai longtemps ignoré à cause de son parfum fort. Mais en me renseignant, j'ai découvert qu'il est l'un des rares légumes capables de favoriser une élimination du sodium sans perturber l'équilibre des minéraux. Il stimule la filtration rénale, aide à diminuer la tension artérielle douce et possède même un effet calmant sur le système nerveux. Je le consomme en jus dilué, avec de la pomme verte et un peu de citron, ou dans des soupes légères. Ce petit geste, le midi ou en début de soirée, m'a aidé à réguler ma tension, à soulager la lourdeur de mes jambes et surtout à mieux dormir sans réveil soudain. Ces 6 légumes ne sont pas des potions magiques. Ils ne remplacent pas un traitement médical s'il est nécessaire, mais ils m'ont permis de réparer ce que la médecine classique ne m'avait pas aidé à soigner, mon rythme naturel. Ils m'ont reconnecté à un cycle plus lent, plus doux, plus respectueux de mon âge. Et aujourd'hui, je les considère comme des compagnons de route, non pas des remèdes, mais des alliés. Si je partage cela avec vous, ce n'est pas pour faire croire à une recette miracle. C'est pour vous rappeler que parfois, ce que nous cherchons dans les pharmacies se trouve déjà dans notre cuisine, et qu'avec un peu de régularité, d'écoute de soi et de bon sens, le corps peut retrouver sa paix et le sommeil, sa profondeur. Je suis médecin depuis plus de 40 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise en soignant, en observant, puis en expérimentant sur mon propre corps, c'est que ce ne sont pas seulement les aliments que nous choisissons qui comptent, mais le moment où nous les consommons, leur combinaison, leur rythme. Un même légume peut devenir un bienfait ou un fardeau, selon l'heure, selon l'état digestif, selon le niveau de fatigue ou l'équilibre du corps à cet instant précis. Quand j'ai commencé à intégrer les 6 légumes dont je vous ai parlé dans mon quotidien, je pensais naïvement qu'il suffisait de les manger pour aller mieux. Mais au bout de quelques jours, j'ai constaté des effets variables, parfois positifs, parfois neutres, parfois même légèrement gênants, comme une sensation de lourdeur ou une envie d'uriner plus fréquente. Alors, j'ai repris mon cahier, j'ai observé, j'ai noté. Et petit à petit, j'ai compris que le corps âgé ne demande pas seulement des aliments de qualité. Il demande un rythme, un respect de ses horloges internes. C'est ainsi que j'ai bâti, pas à pas, une routine alimentaire, non pas rigide, mais harmonieuse, respectueuse des besoins réels du corps à chaque moment de la journée. J'appelle cela une chorégraphie du quotidien. Une forme de dialogue silencieux avec soi-même. Et aujourd'hui, je vous partage cette routine, non pas comme un dogme, mais comme une piste, un fil conducteur à adapter à votre propre corps. Le matin, je commence toujours par réhydrater doucement mon organisme. J'évite les boissons trop froides, trop sucrées
ou trop acide. Ce que je privilégie, c'est un petit verre de jus frais à base de concombre, de céleri et de pommes vertes, dilué avec un peu d'eau. C'est un mélange que j'ai peaufiné avec le temps. Le concombre pour l'hydratation et l'apaisement du système urinaire, le céleri pour stimuler une élimination douce du sodium et la pomme pour son goût agréable et sa richesse en antioxydants légers. Ce jus, je le bois lentement, à température ambiante, assis, au calme. Il ne s'agit pas de boire vite, mais d'envoyer un signal de paix au corps. Ce petit rituel, simple en apparence, m'a permis de relancer ma digestion en douceur, d'éviter les premiers gonflements et surtout de réduire la pression sur les reins dès le début de la journée. Au déjeuner, je considère que c'est le moment où le corps est le plus apte à digérer, à assimiler, à éliminer. C'est là que j'intègre les légumes les plus riches, ceux qui soutiennent le travail des reins, du foie, de l'intestin. J'alterne selon les jours. Un jour, une poêlée de courgettes et à l'huile d'olive et à l'ail. Le lendemain, un brocoli vapeur accompagné de poisson blanc ou encore une soupe d'épinards légèrement crémée avec du lait végétal. J'évite les mélanges complexes. Je choisis 2 légumes maximum par repas, associés à une protéine légère. Le midi est le cœur de la journée, là où tout circule, tout se draine. Si le déjeuner est équilibré, le soir sera plus léger naturellement. C'est ici que j'ai noté une réduction significative de mes réveils nocturnes. Quand je mange juste au déjeuner, je dors plus longtemps la nuit. L'après-midi est une période charnière. Le corps ralentit, il saisit, mais l'esprit reste actif. On ressent parfois une baisse d'énergie, une petite faim, un besoin de fraîcheur. J'ai longtemps lutté contre ces envies, pensant qu'il ne fallait rien manger avant le dîner. J'avais tort. Ce que j'ai appris, c'est qu'un encas intelligent peut préparer le terrain pour un meilleur sommeil. Alors, vers 16h30 ou 17h, je m'accorde une petite salade de concombre avec quelques gouttes de citron et d'huile d'olive, ou un demi-verre de jus de céleri dilué. L'important est de ne pas surcharger, mais de nourrir doucement. Cela m'évite d'avoir faim au dîner, de trop manger, ou de faire monter ma glycémie en fin de journée. Cette habitude simple m'a permis de stabiliser mes nuits. Je n'y croyais pas, mais c'est un levier puissant. Le dîner est sans doute le moment le plus délicat. C'est là que tout peut basculer. Un repas trop tardif, trop salé ou trop riche peut anéantir tout le bénéfice des efforts de la journée. C'est pourquoi je dîne toujours avant 18h30, dans le calme, sans écran, sans précipitation. Je choisis des légumes cuits, une soupe légère au melon amer farci, une purée de courgettes et de carottes, un petit bouillon d'épinards avec du riz complet. Je privilégie les textures douces, faciles à digérer, sans friture, sans crème lourde. Je ne bois pas après 19h ou alors de toutes petites gorgées, uniquement si j'ai soif. C'est là, dans ce respect du timing digestif, que j'ai retrouvé mes nuits. Quand je respecte cette règle, je me lève une seule fois. Parfois, pas du tout. Enfin, au fil des semaines, j'ai appris à varier intelligemment. Le corps n'aime pas la monotonie, il aime la régularité, mais aussi la nuance. J'ai construit une sorte de planning hebdomadaire que j'adapte selon les saisons, mes sensations, ma forme. Le lundi, je privilégie les légumes hydratants comme le concombre et la courgette. Le mardi, je travaille sur le drainage avec le céleri et les épinards. Le mercredi, je renforce avec le brocoli. Le jeudi, je fais léger avec une soupe unique. Le vendredi, je reviens au melon amer. Et le week-end, je fais selon mon envie, toujours avec mesure. Cette alternance évite au corps de s'épuiser, permet aux bienfaits de se cumuler sans créer d'excès ni de carence. Mais tout cela n'aurait servi à rien si je n'avais pas compris cette dernière leçon. Il ne s'agit pas seulement de manger, il s'agit d'écouter. Mon corps, après tant d'années de service, m'a appris à ralentir, à observer, à ajuster. J'ai appris à reconnaître les jours où je digère mal, ceux où je suis plus sensible au sel, ceux où mon cœur bat un peu plus vite, ou où ma vessie est plus nerveuse. Et j'ai compris que chaque jour est différent. Il faut adapter, assouplir, rééquilibrer. C'est ce respect-là, au-delà des recettes, qui m'a redonné la paix intérieure et avec elle, le cadeau le plus précieux, des nuits longues, profondes, silencieuses. Je ne prétends pas détenir la vérité universelle, mais si mon expérience peut servir à un autre que moi, alors tout cela aura du sens. Parce que vieillir,
ce n'est pas perdre, c'est apprendre à vivre autrement. Et parfois, un simple bol de soupe pris à la bonne heure vaut plus que 1000 pilules avalées sans y penser. J'ai passé ma vie à écouter les autres parler de leurs douleurs, de leurs nuits agitées, de leur solitude face à la maladie. Mais ce n'est qu'à la retraite, quand le silence de mes propres nuits a commencé à m'écraser, que j'ai compris à quel point la fatigue chronique peut devenir une forme d'abandon intérieur. Un abandon du corps, oui, mais surtout de l'espérance. C'est dans ce contexte, dans cette obscurité très intime, que j'ai reçu un jour un appel qui allait tout raviver. C'était Michel, un ancien infirmier que j'avais connu dans les années 90, à l'hôpital de Bordeaux. Il avait toujours été actif, méticuleux, généreux avec ses patients. Un homme solide, fiable. Hélas, au téléphone, il n'était plus que souffle. « Jean, je ne dors plus. Je me lève 5 fois par nuit. Ma femme s'inquiète. Je n'ose plus m'endormir. Je suis épuisé. » Sa voix m'a touché. Pas seulement parce qu'il était un ancien collègue, mais parce que ces mots, je les avais moi-même prononcés quelques mois auparavant. Il décrivait ce que j'avais vécu, cette peur de fermer les yeux, cette attente du réveil inévitable, cette sensation d'avoir été privé du droit le plus fondamental, celui de se reposer. Je n'ai pas cherché à lui expliquer les causes biologiques. Il les connaissait aussi bien que moi. Ce dont Michel avait besoin, ce n'était pas d'un discours, mais d'un chemin. Je lui ai donc proposé de tester ce que j'appelais, un peu ironiquement, la cure des 6 légumes. Un protocole sans médicaments, sans suppléments coûteux, sans promesses miraculeuses. Juste des légumes simples, choisis avec soin, intégrés à un rythme respectueux du corps. Michel était sceptique, mais il était aussi à bout. Alors il a accepté. Je lui ai envoyé le planning que j'avais moi-même suivi. Des jus légers le matin, des plats chauds et digestes le soir, une rotation des légumes selon les jours, des horaires précis pour éviter de surcharger la digestion en fin de journée. La première semaine, il m'a appelé tous les 2 jours. J'ai mieux dormi hier, seulement 3 réveils, c'est déjà un exploit. Puis quelques jours plus tard, Jean, je me suis levé 2 fois cette nuit, mais j'ai pu me rendormir tout de suite, et je n'ai pas eu mal aux jambes au réveil. À la fin de la 2e semaine, il n'appelait plus chaque jour. Je savais que c'était bon signe. Puis, un matin, à la fin de la 3e semaine, il m'a laissé un message. Je me souviens encore de ces mots, comme s'il me parlait en face. « Jean, j'ai dormi 6 heures d'affilée. 6 heures. Je n'avais pas connu ça depuis des années. J'ai pleuré ce matin. Pas de fatigue. Et pas de vertige, juste du calme. Merci. » Ce message m'a bouleversé. Pas parce qu'il me remerciait, ce n'était pas cela qui comptait, mais parce qu'il me rappelait ce que nous oublions trop souvent en médecine. Le sommeil, ce n'est pas un luxe, c'est une condition de vie. Quand on dort, le cœur se répare, le cerveau nettoie ses déchets, les nerfs se détendent, l'âme se dépose. Et quand le sommeil revient, c'est toute la personne qui renaît. Michel avait retrouvé une dignité de corps, une légèreté de matin. Il avait recommencé à marcher un peu, à jardiner, à préparer ses repas. Il me disait, « Tu sais, avant, je mangeais mes légumes pour dire que j'en mangeais. Maintenant, je les choisis comme des médicaments. Je les respecte, je les écoute. » Son histoire m'a conforté dans l'idée que vieillir n'est pas s'éteindre. Vieillir, c'est apprendre à composer une autre partition. Plus lente, plus subtile, mais pas moins belle. Les réveils nocturnes, les douleurs diffuses, les essoufflements, tout cela ne doit pas être accepté comme une fatalité. Il y a des chemins de traverse, des chemins modestes, mais réels. Je sais que tout le monde ne réagira pas de la même façon. Certains auront besoin de plus de temps. D'autres devront adapter le programme. Mais ce que Michel a prouvé, c'est que 21 jours peuvent suffire pour changer une trajectoire, 3 semaines pour rompre une spirale, 3 semaines pour redonner au corps ce qu'il avait perdu. Un rythme, un apaisement, une confiance. Depuis, d'autres m'ont écrit, des anciens patients, des inconnus qui ont vu mes récits partagés ici ou là. Certains me disent que ça leur semble trop simple pour être vrai. D'autres me confient leurs premiers résultats. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais ce sont des pas. Et chaque pas compte. Je n'ai pas d'ego à défendre. Je n'ai rien à vendre. Mon seul but, aujourd'hui, à cet âge où l'on donne plus qu'on ne prend, c'est de partager ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Que l'alimentation, si elle est humble et adaptée,
peut faire beaucoup, que le corps âgé n'est pas un champ de ruines, mais un terrain fragile qu'il faut cultiver avec douceur. Alors si vous m'écoutez, si vous vous reconnaissez dans le parcours de Michel ou dans le mien, je vous le dis avec tout le respect que j'ai pour votre histoire. Donnez-vous ces 21 jours. Essayez, adaptez, observez et peut-être, une nuit, vous aussi, vous vous réveillerez à l'aube sans avoir vu passer la nuit. Et ce jour-là, vous comprendrez ce que Michel a compris, que la vraie guérison commence quand on ose y croire à nouveau. La vieillesse n'est pas une descente, c'est une autre forme de marche, une marche plus lente, plus attentive, plus intérieure. Pendant des décennies, j'ai soigné les autres, j'ai prescrit, j'ai examiné, j'ai couru de chambre en chambre, de consultation en consultation. Mais c'est à la retraite, seul face à mes nuits hachées, à mes réveils fréquents, à ma propre fatigue, que j'ai dû apprendre une chose essentielle. Parfois, il ne suffit plus de soigner, il faut réapprendre à vivre. Ce que j'ai traversé, les réveils nocturnes, l'épuisement mental, la sensation d'être usé de l'intérieur, je sais que des millions d'autres seniors le vivent chaque jour. Et pourtant, très peu en parlent. Très peu osent chercher ailleurs que dans les pilules ou les diagnostics. Ce silence, je veux le briser. Pas avec des slogans, pas avec des recettes miracles, mais avec une conviction profonde, née de l'expérience. Le corps a encore une immense capacité d'autoréparation, à condition qu'on lui donne les bonnes conditions. Ces conditions, je ne les ai pas trouvées dans des produits coûteux. Je les ai trouvées dans la simplicité, un rythme de repas ajusté, des légumes choisis pour leurs propriétés spécifiques, des heures de dîner respectées, une écoute quotidienne du corps et surtout la patience. Car il ne s'agit pas de supprimer un symptôme, il s'agit de restaurer un équilibre. Aujourd'hui, après ce long chemin, je dors mieux. Je ne cours plus comme avant, mais je marche avec stabilité. Mon esprit est clair, mes matinées sont douces, et tout cela, je ne le dois ni à la chance, ni à un traitement secret. Je le dois à une décision, celle de ne pas me résigner, celle de me dire qu'il n'est jamais trop tard pour aller mieux, même à 73 ans. La véritable leçon que je retire de ce parcours, c'est celle-ci. Ce que nous appelons vieillesse, c'est souvent une perte de repères, pas une fatalité biologique. Et si nous réapprenons à vivre en respectant notre nature, en ralentissant, en choisissant mieux ce que nous mettons dans notre corps et notre esprit, alors nous pouvons non seulement dormir mieux, mais aussi retrouver un sens à nos journées. Je vous encourage donc, vous qui m'écoutez, vous qui lisez ces mots, à ne pas sous-estimer votre propre pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on a 60, 70 ou même 80 ans qu'on ne peut plus changer. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut faire de la place pour la paix, pour l'équilibre, pour une santé retrouvée, même modeste, même fragile. Ce que j'ai partagé, je l'ai vécu. Je n'ai rien inventé. Je ne suis pas là pour vendre, mais je suis là pour transmettre tant que la voix me tient encore. Si mes mots vous ont parlé, si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un, que vous aimez, faites-le circuler. Et maintenant, je vous pose une petite question toute simple. D'après vous, qu'est-ce qui compte le plus pour bien vieillir? A. Mieux dormir. B. Mieux manger. Écrivez votre réponse en commentaire. A ou B, et surtout, dites pourquoi. Vos avis sont précieux. Ils enrichissent cette communauté de seniors qui, comme moi, cherchent des solutions humaines et accessibles. Si vous souhaitez soutenir ce travail de transmission, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et même faire un petit don selon vos moyens. Chaque geste, même modeste, est une main tendue pour que je puisse continuer à partager, à écrire, à enregistrer ces contenus pour vous et pour ceux qui viendront après. Je ne suis plus jeune, mais je crois encore profondément que le bien, ça se propage. Merci de m'avoir lu, merci de m'avoir écouté. Et surtout, merci de croire, avec moi, qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi et des autres. À très bientôt.